Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour ce numéro spécial été de Et alors, où on va parler des blockbusters et autres sorties marquantes de l'été 2025. Et c'est sous une chaleur de feu que j'accueille Léonie. Bonsoir Léonie. Bonsoir Christophe. Et que j'accueille aussi Florent. Bonsoir Florent. Salut, comment ça va? Ça va bien, si ce n'est que moi j'aime la pluie, j'aime les averses, j'aime la brise, Ouais. et que là je suis servi. C'était Ah, mais poétique. voilà. De quoi va-t-on parler pour cette émission spéciale? On va parler de Superman, forcément, des 4 Fantastiques, de Eddington, de l'accident de piano, et on terminera par deux petits conseils Didi et matérialistes. Et je vous propose de démarrer tout de suite, on écoute la bande-annonce. Tu dis vraiment ça sérieusement? Hein? Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en beaucoup... ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Le secrétaire à la Défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents? J'ai empêché une guerre. Peut-être. Non, pas peut-être, je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Avez-vous consulté le président? Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Je n'ai États-Unis, ça ne jamais ferait agi que comme causer mon plus nom à de moi. problèmes dans le monde entier. Et avec plus- les meilleures intentions. Si j'étais dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Et oui, c'est la bande-annonce de Superman, c'est le premier film du nouveau DCU, après la série Créature Commando qui a lancé ce nouvel univers géré par James Gunn. Le pitch est simple, on découvre Superman qui doute de l'humanité, de lui-même, et qui est aux prises avec une machination politique ourdie par son ennemi de toujours, Lex Luthor. Qu'as-tu pensé du film, Florent? Alors moi, c'est un film que j'attendais pas forcément, parce que déjà, j'ai un regard assez neutre sur tout ce qui est Marvel, DC Comics, etc. J'y vais vraiment pour le divertissement, et puis c'est des films que j'ai pas forcément beaucoup vus dans ma vie. Et du coup, ce Superman, j'y suis allé sans trop d'attente. Je savais quand même que c'était James Gunn qui était derrière et que j'avais quand même beaucoup apprécié son travail sur, par exemple, Gardiens de la Galaxie. Et dernièrement, c'était plutôt avec ouais, le Suicide Squad que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa patte et je trouve qu'il a quelque chose de très fun et de décalé en assumant complètement un choix de politique, en fait, tout simplement parce que Superman, là, il est ultra politisé, son film, et je trouve que c'est très bien de l'ancrer dans le présent et de montrer un peu les génocides qu'il y a actuellement et d'en faire un parallèle avec l'univers de Superman. Et j'ai trouvé ça fait de manière très intelligente, très fun, un peu simpliste, mais au final, ça fonctionne très très bien. Et pour ma part, c'était une séance vraiment très cool. Ouais, exactement. Je ne m'attendais pas, moi non plus, au message politique du film. C'est-à-dire que le film a un côté extrêmement comique, on vient à la bande dessinée, on retourne sur ce fun-là, et par le choix des couleurs à l'écran, par le choix des personnages, par les dialogues, mais tu as un vrai discours politique derrière. Le film est pro-palestinien, on ne va pas tourner autour du pot, il met Superman au cœur de ce conflit-là, et Superman est pour la protection de la Palestine. Euh, et, euh, ce, et oui, tu as raison, c'est bien traité et c'est léger. Tout à fait. Après, c'est plus, moi, j'ai eu plus un problème d'un côté visuel où je trouvais que les effets spéciaux étaient parfois un peu déroutants et fonctionnaient pas forcément bien. Je pense notamment au passage avec l'espèce de lave multicolore dans l'univers bizarre, là, je sais plus, tu sais, quand il passe le Ouais. portail. Si je trouvais la scène vraiment horrible. Et le combat final, au final, n'est pas si marquant que ça visuellement. Il y a des bonnes idées et j'ai trouvé que, le film était plutôt porté par ses actions, calmes et de dialogue. Par exemple, moi, ma scène préférée, c'est, le long dialogue entre Lois et Superman au début et c'est des passages que je trouve vraiment importants pour le développement, et qui sont super bien gérés. James Gunn, il sait varier entre, action, drame, rire, sérieux, il sait tout faire, en fait.
Ouais, on a une vraie psychologie des personnages et cette scène, tu as raison, elle est super. C'est la scène où, Lois Clark, la journaliste, interviewe entre guillemets, Superman, Tout donc à Clark fait. Kent et lui, reproche son intervention dans le conflit, sous-entendu Israël-Palestine en lui disant: «Mais tu n'as pas à agir, c'est pas toi qui décides, ce qui est bien, ce qui est mal» et cette scène, elle est vraiment bien effectivement. De même toutes les scènes avec Lex Luthor dont j'ai oublié le nom de l'acteur, je Ouais, suis désolé. Nicolas Hoult, Exactement, merci et lui aussi il porte le film, hein. Il porte le film, complètement. ouais, plus que, j'ai envie de dire Superman qui est un peu, j'allais dire effacé, mais j'aime bien ce côté-là. C'est enfin on a un Superman, qui est un peu plus, j'allais dire «humain» entre guillemets et qui n'est pas, surpuissant, immortel et cetera. Ouais, ouais. Enfin un Bah, dès le début du film, hein, il est présenté comme sur une défaite. Il est sur une exactement. défaite et même sur une défaite au-delà, du combat, il est sur une défaite médiatique et j'ai trouvé ça ultra intelligent, la manière de James Gunn de ramener un peu ce délire de fake news, de harcèlement sur les réseaux sociaux, tout ça dans l'œuvre. J'ai trouvé ça vraiment pertinent. Ouais, c'est vraiment un bon film bien ancré et dans l'actualité, chose que Marvel ne fait pas et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a quand même 2 bémols moi que je mettrais. Le premier bémol, c'est de temps en temps les dialogues, expliquent le film et il y en a pas besoin. Je pense notamment à la scène du début, lors du premier combat, que, Superman perd. On voit, Alex Luthor, Ouais. guider, son «arme» entre guillemets et tu as un personnage qui raconte comment il arrive à le faire. Oui, mais il a appris 2000 coups par cœur et les coups, il est en train de dire A6, B5, K9. Bon, super. Et tu vois, ça, pour moi, on n'a pas besoin de l'expliquer. Moi, je m'en fous qu'il ait appris 2000 coups par cœur. Ça ne sert pas au scénario et on peut s'imaginer qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Et moi, je mets ça dans ce côté délire où on prend un petit peu le spectateur pour un imbécile et où on a peur aussi des critiques Twitter, Facebook, etc. en disant mais gars, ouais, mais comment ils donnent les chiffres, c'est quoi, on nous l'a pas expliqué. Ben, tu utilises ton Ouais. imagination, quoi. Euh, c'est un peu on n'a pas besoin de tout expliquer dans un scénario. C'est Ouais, mon mais c'est avis, hein. c'est un peu enfantin, c'est ce que reprochent, la plupart des gens, j'ai l'impression, parce que déjà la vision, elle est, complètement opposée à celle de Zack Snyder là, de Man of Steel. Du coup, ça fait 2 films, complètement complémentaires et 2 visions, très différentes. Mais bon, enfin moi je préfère largement, la vision de James Gunn à celle de Snyder et ouais, ça peut déranger des gens, que ça soit très simple, très enfantin, alors que pourtant le message, il est quand même très, actuel et pas facile à aborder et moi j'ai trouvé que le challenge était, réussi. Ouais, et on peut dire, hein, Snyder avec ses gros sabots crottés a voulu nous faire un film adulte et au final, c'est le film de James Gunn qui est beaucoup plus adulte que les films ignobles, horribles et à chier de Zack Snyder. Je pense que c'est Mais ça ça, qu'il faut, dire, en conclusion. ouais. Donc on passe à la suite, à moins que Léonie, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, bah, moi je l'ai pas vu parce que je suis un peu plus team, Marvel, enfin j'aime pas trop DC et puis je suis pas trop attachée au personnage de Superman depuis toujours donc bah, je peux pas débattre sur quelque chose que je n'ai pas vu. Je vais juste dire une dernière chose. Il y a un petit côté aussi bizarroïde quand on entre dans le film, c'est que on sort de la série Créature Commando, qui était une série de dessins animés, donc je dis peut-être pour les enfants, et qui est au contraire extrêmement adulte. Et au début, quand tu rentres dans Superman, tu te dis ah tiens, on se tourne vers un film pour enfants adolescents, alors que justement le message est hyper politique. J'ai trouvé ça amusant et déroutant au début. Bref, on conclut et on passe à la suite. On écoute cette bande-annonce. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 fantastiques. Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Ils sont jamais en retard au dîner du dimanche. Mangeons. Et ça va faire quoi? Allez, après DC Comics, place à Marvel avec les 4 Fantastiques, un film réalisé par Matt Shakman, avec notamment Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, j'en passe, et des meilleurs. Léonie, est-ce que tu peux nous faire le pitch?
Donc le film Les 4 Fantastiques se passe dans un autre univers que l'univers principal du MCU et donc on va voir les 4 Fantastiques affronter Galactus et la Chauffeur d'Argent et on va voir s'ils vont réussir à sauver leur monde et notamment l'enfant de Monsieur Elastic Girl. Ouais, exactement. À noter que c'était pas une origin story, hein. Comme Superman, l'équipe est déjà montée et on a quelques petits flashbacks pour nous expliquer, mais on entre directement dans l'action. Florent, as-tu vu le film et qu'en as-tu pensé? Alors en effet, je l'ai vu et je suis quand même un peu plus, réservé sur ce film par rapport, à Superman. Déjà parce qu'il arrive après, Thunderbolt, ce film, dans la chronologie du, MCU et je trouve que Thunderbolt, pour un film de transition, était quand même bien au-dessus des 4 Fantastiques. Alors, il y a eu, un passif assez difficile avec les 4 Fantastiques. Le dernier film était vraiment catastrophique et du coup, ce qui fait que, ben, ça a quand même, un peu, rejaugé mon jugement par rapport au film. Je me suis dit: «Bon, c'était quand même pas si mal». Le film a une vraie proposition, visuelle, ça s'inscrit un peu dans un style rétro-futuriste que j'aime beaucoup et en plus, je trouve ça, cohérent, humainement, notamment, d'avoir centré ça sur, le couple, de Pedro Pascal et Vanessa Kirby, j'ai plus les noms, mais j'ai trouvé ça intéressant, humainement comme œuvre. Alors après voilà, j'ai quand même des réserves parce que je trouve que la trame narrative est beaucoup trop simple à mon goût, même si je sais que c'est Marvel et cetera. J'ai quand même soufflé à plusieurs reprises sur le film et non, pour moi, c'est quand même, assez moyen. C'est le principal défaut du film, hein, son scénario, hein. C'est un scénario ultra simpliste. Donc à la fin, on a la surfeuse d'argent qui arrive et qui tue et qui fait exploser, qui détruit tous les systèmes de téléportation. Ben, ça, je spoil un peu, mais vous verrez à quoi ça sert. Sauf un, et c'est lui qui va sauver le monde. Donc c'est un petit peu bateau. L'histoire aussi est dure à avaler. Il y a un gros, tu l'as dit Florent, il y a un bon et gros travail sur l'univers, sur l'aspect rétro-futuriste. Ça, c'est super à voir. On est vraiment dans l'histoire, mais hélas, le scénario ne suit pas. Et quand on sort de Superman et de son impact politique, là, on a vraiment l'impression de passer de mécano aux petites voitures. Pour les anciens qui savent ce que c'est En mécano, je fait, saurais peut-être te dire le ça. film, il est vraiment plus porté par, les acteurs et les personnages, je trouve. Parce qu'on a vraiment un développement, assez intéressant, comme je disais avec le couple et donc cette thématique, du couple et de la paternité qui est vraiment, omniprésente. Ce qui fait que du coup, on délaisse quand même un petit peu, les personnages de la Torche et de la Chose. Chose que je peux comprendre, mais qui, pour moi, ben, par exemple, la Torche, j'ai trouvé que c'était vraiment le néant. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, ce personnage, mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était le néant, ce personnage. Je sais pas ce que vous en avez pensé? Bah, je trouve que c'est un peu le problème de Marvel en ce moment, c'est qu'ils te mettent des méchants surpuissants contre des gens, qui ont des petits pouvoirs un peu, donc enfin forcément, il faut les canaliser, donc je trouve qu'à chaque fois, ça te vend un grand méchant, mais enfin ils mangent des planètes quand même, donc enfin dire par rapport à eux, ça paraît tellement énorme, mais forcément ils sont obligés de le canaliser et de le faire perdre un peu, comme une merde je trouve, enfin, je veux dire ça me paraît trop irréaliste comment il perd et tout par rapport au pouvoir qu'il devrait avoir et je trouve que Marvel, là, en ce moment, ils ont trop ce problème ils n'arrivent pas à gérer les personnages trop puissants. Ils veulent absolument les mettre dans leurs films, mais du coup, soit ils servent un peu à rien ou soit ils sont éloignés comme dans Civil War, ils avaient éloigné Thor et Hulk parce que sinon le combat, n'aurait pas eu de sens. Ouais, effectivement, hein, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit, et notamment sur l'homme rocher et la torche, qui sont des personnages au background inexistant, et c'est pas la piètre tentative d'amourette entre la jeune femme Rabin, il me semble, Ouais. et l'homme rocher qui ajoute un plus un scénario abracadabrantesque. Il y a une grosse inégalité aussi, je trouve, dans les, séquences, en termes de rythme, notamment et plus, bah, par exemple, pour moi, le pic du film, il est dans l'espace, donc c'est à peu près au milieu, je crois. Et par exemple, le début, il est sympa sans plus. Tu as, ce voyage dans l'espace qui est vraiment réussi, je trouve, même visuellement. Et après, tu as le combat final qui, pour moi, tire en longueur et inintéressant au possible. Donc je trouve que c'est très inégal dans les séquences. Ouais, et surtout, comme l'a dit Léonie, il n'est pas croyable, quoi. Ils ont là une sorte de dieu qui bouffe les planètes, qui débarque sur Terre, et ils arrivent à le piéger d'une façon complètement idiote, quoi, complètement idiote.
et comme par hasard, pas avec le seul dispositif que la surfeuse d'argent n'a pas explosé, et qui revient d'ailleurs, qui disparaît hein, pendant le dernier tiers du film, juste à la fin, parce qu'elle se rend compte que quand même Galactus a bouffé sa planète, a failli bouffer sa planète, et qu'elle pourrait faire un geste pour les 4 Fantastiques. Oh là là, oh là là, bon, c'est à chier. Il y a quand même pas mal de défauts, je trouve, au film, mais globalement, c'est quand même cool. Je pourrais le recommander, mais avec quand même beaucoup de défauts, selon moi. Léonie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais j'allais dire que j'étais d'accord avec toi. En fait, c'est un film sympa quand même à voir une fois, mais après, c'est pas forcément le film que j'irai voir plusieurs fois. Et vraiment, le seul truc vraiment que je trouve sympa dans le scénario, ben, c'est le début, parce qu'au moins, on passe pas 1 heure à découvrir les persos qui découvrent leur pouvoir. Au moins, là, la base est faite, on rentre directement dans le scénario. Même si par la suite, il se passe pas grand-chose. Et je trouve, comme aussi vous avez dit, enfin, je trouve qu'on centre vraiment le film sur Pedro Pascal, enfin, le personnage de Monsieur Fantastique, et que le reste, ils sont très effacés. Enfin, perso, cet acteur, j'ai pas forcément d'avis, enfin, je l'aime bien, mais sans plus. Et vraiment, je trouve que le film tourne vraiment un peu qu'autour de lui. C'est un peu dommage parce que certes, c'est un bon acteur, mais il y a tous les autres qui devraient faire plus partie du film. Enfin, c'est quand même une équipe, quoi. C'est quand même un symbole fort. Les 4 Fantastiques, qui sont là depuis très longtemps, je crois, dans les comics et tout. Et le résumer un peu à un personnage, je trouve ça dommage. Surtout que l'on sait depuis les Gardiens de la Galaxie 1, 2, 3 que les films avec plusieurs personnages forts peuvent fonctionner, quoi. Donc ils auraient pu développer les 4 Fantastiques, que chacun ait son background, etc. Donc oui, ça c'est un film raté. Et moi j'irai pas le revoir, alors que Superman c'est la troisième, je l'ai vu 3 fois. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est un film raté, mais allez le voir quand même. Hein. Juste, je vous trouve un petit peu dur quand même sur l'effet de groupe qu'il y a dans, enfin, le développement qu'il y a sur le groupe. Je disais que c'est centré principalement sur le couple, mais en vrai, il y a quand même pas mal de scènes où il y a de l'interactivité entre tous les personnages. Tous les personnages sont, en fait, ouais, ils ont une bonne alchimie, je trouve. En tout cas, le travail des acteurs est très très bon. Le choix du casting est vraiment excellent. C'est vrai que c'est juste un peu dommage qu'on ait écarté certains personnages et notamment la trame avec la chose et la flamme. Ouais, effectivement. Bah, écoute, ce sera le mot de conclusion. Allez le voir, faites-vous votre avis. Et on poursuit avec un autre film, et on reste avec Pedro Pascal. On écoute la bande-annonce. I am recording this. Fair warning. Is that really necessary? Look, Joe. 6 feet. Where the buffalo roam, Is that praying? where the deer and the antelope play. How did we get here? And even worse, is it worth it? Eddington, un film de Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, pour ne citer que. De quoi ça parle? Florent, tu nous fais le pitch? Ouais, alors pour le 4e long métrage d'Ari Aster, on est ici dans une petite ville du Nouveau-Mexique, donc en plein contexte de pandémie. Donc on est dans les années 2020 et on va suivre tout simplement la rivalité entre un shérif qui est anti-masque, conspirationniste et contre donc le maire du village qui est tout l'inverse. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Alors moi, j'ai détesté le film, vraiment. Pour moi, c'est un film de facho qui se déguise en film de gaucho. Donc c'est un film dangereux pour les cerveaux si tu n'y prends pas garde. Qu'as-tu pensé du film, toi, Florent? Alors avant ça, j'aimerais bien que tu développes qu'est-ce qui te fait Ah oui, penser oui, ça bien en sûr. fait, si Bah ça te oui, oui, dérange c'est pas. mieux. J'explique. On suit donc les aventures du shérif, qui est une ode à la frustration. Donc il se fait humilier de toutes parts. On est dans la période Covid, hein, donc il ne veut pas porter de masque. Il prend comme une humiliation le fait de le porter, comme une humiliation le fait de se faire tester. Il est moqué par toute la ville. Donc on est là vraiment sur une humiliation constante du personnage. Et le film nous dit ça. Le film nous dit que la société n'a de cesse de t'humilier pour que tu restes à ta place. D'accord, je veux bien. Mais par contre, elle oppose à ça les progressistes, donc tout un parti de gauche qui est représenté par le personnage du maire et de Pedro Ouais. Pascal, qui a tous les droits, qui peut faire ce qu'il veut, qui fait des fêtes, pendant que les autres triment. Et ça nous met cette dualité comme la seule qui existe, et qui nous dit, vous avez le droit, puisque vous vous sentez humilié,
de reprendre votre souveraineté. Vous n'êtes pas souverain dans votre propre pays. C'est un thème de fasciste. Hein. On rappelle le mégalopolis de Coppola, le facho. On est sur la même ligne d'idées. Les petites gens ont le droit de faire entendre leur voix, d'être plus forts que les autres, et que la frustration, c'est la mère de tous les vices. Donc je spoil, hein, il tue le maire, mais il a raison de le tuer. Et pour s'en sortir, il dit que c'est un complot des antifas. Et là, on a dans une scène ahurissante, on a des antifas qui débarquent dans cette petite ville du western, entre guillemets, dans un avion, dans un jet privé hors de prix, et qui commencent à canarder tous les flics, parce qu'un antifa, ça fait ça. Là, il faut quand même voir un petit peu l'actualité. Hein. Les antifas, c'est pas un groupe terroriste. Les antifas, ils protègent les manifestations des néo-nazis et des skinheads qui sont là pour taper les manifestants. Je rappelle que les derniers attentats déjoués, c'est pas le fait des gauchistes et des groupuscules antifas, mais le fait de masculinistes ou de groupements fascistes. Donc, faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Et là, on a quoi? On a le fantasme d'un droitard, qui nous dit que la dangerosité, elle vient de trop d'humanité. Est-ce Waouh, que j'ai été clair? c'était clair et je peux comprendre ce point de vue. Moi, je l'ai quand même pas perçu comme ça. Enfin, j'ai plus ressenti une volonté de vouloir faire ressortir la violence de n'importe quelle partie extrême. Et je trouve qu'il n'a pas vraiment de positionnement, du coup, Aster sur sur le sujet. On ne sait pas vraiment de quel côté il se place, moi, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis. Mais juste, il veut faire ressortir une certaine violence tout simplement de cette fracture qu'il y a eu pendant la pandémie entre le peuple. Oui, c'est ça, tu te donnes raison aussi. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu comme ça, je l'ai vu comme un film de facho qui se déguise en film de gaucho, mais tu peux aussi le voir comme un film qui dénonce effectivement les dérives sécuritaires, et l'impasse que deux partis extrémistes peuvent donner. Mais t'as rien qui puisse faire plancher la bataille d'un côté ou de l'autre. Et Ouais, encore, c'est ça le que je film se veux. termine. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, c'est ça précisément que je veux souligner, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de balance. C'est un peu centré au milieu, quoi. Mais quand même, hein, le film se termine par le héros, un jeune qui prend les armes pour assassiner les antifascistes qui sèment la terreur, entre guillemets, dans la ville. Et ce Et mec, pourquoi? Parce qu'il a été gangréné par les réseaux sociaux et tout ce mouvement qui s'est monté tout simplement pendant la pandémie. Et je trouve que c'est intéressant aussi ce regard qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui est alors pas assez exploité, je trouve, quand même dans le film, mais qui est quand même mis en avant. Bah, c'est tout simplement ce délire propagandiste qu'il y a sur les réseaux sociaux et ce truc de vouloir monter les uns contre les autres, quoi. ouais, mais encore une fois, c'est trop mou. Peut-être, Je trouve ça trop c'est mou. possible. Et je trouve que le film fait trop la part belle à une espèce d'esthétisation de la frustration, comme une réponse, une légitimité au meurtre, à la souveraineté de soi-même, à l'oubli des autres et à l'égoïsme le plus forcené. On ne peut pas être égoïste. Avec ce film, tu te dis, on ne peut pas être égoïste puisqu'on est dans notre droit. Ben non, tu penses aux autres avant de penser à toi, petit gars. Tu fais pas chier avec ta petite pierre, quoi. Ouais. Moi, j'avais un peu peur quand même, en voyant le film que, ça soit pas trop actuel et que, le covid, voilà, c'est une période, on sait, tout ce que c'est. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un récap un peu sur la situation et je trouve qu'il y avait un peu ce truc de listing comme si c'était un documentaire et que ça voulait pas vraiment, se mouiller pour raconter quelque chose de vraiment, pertinent. Au fur et à mesure du film, je me suis un peu détaché de cette image-là. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses intéressantes, mais globalement, je trouve que c'est quand même un peu fait sous la forme d'un listing. Ouais, tu as tout à fait raison. D'où l'impression que le film a le cul entre deux chaises et ne tranche pas sur Voilà, son message. tout à fait et Il aurait mieux valu qu'il notamment tranche. notamment, aussi, le fait que je trouve que ça met un peu de côté ces personnages. C'est dommage parce que, le casting, il est exceptionnel. Joaquin Phoenix, il est énorme, comme, dans la plupart de ses films. Pedro Pascal, il est intéressant dans ce rôle. Emma Stone un peu mis de côté, mais
parfaite aussi. Et Austin Butler, il fait son taf. Et je trouve que le développement de personnage, il est un peu mis de côté au détriment d'un scénario. Il a voulu s'éparpiller sur plein de thématiques différentes. Et au final, ça met de côté ses personnages, je trouve. Ouais, non, non, mais je te plus sois sur ça aussi, effectivement. Pour moi, enfin, moi je répète ma conclusion, hein. Pour moi, c'est un mauvais film, un mauvais scénario, et c'est un film qui est bien dans l'air du temps, d'extrême droitisation des pensées. Ok, pour le coup, moi je te rejoins pas vraiment sur cet avis. J'ai quand même apprécié, et moi de toute façon, Ari Aster, c'est un réal que j'aime beaucoup et que je vais suivre. C'est son moins bon film, sans aucun doute. Mais je trouve ça intéressant, ce délire de nouveau western. Il y a une idée intéressante, et c'est du cinéma assez moderne, donc j'aime bien. Ok, d'accord. Mais écoute, on va s'arrêter là. Ce sera une bonne conclusion. Ok, mais je vous propose de passer à la suite. On passe à l'accident de piano de Quentin Dupieux. On écoute la bande annonce. Vous êtes prête? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. L'accident de piano, Quentin Dupieux avec Adèle, etc., etc. Et excusez-moi, j'ai du mal à dire les noms. Adèle Exarchopoulos. Oula, une catastrophe, c'est pas grave. Allez, je vous laisserai le dire. Non. L'accident de piano de Quentin Dupieux avec notamment Sandrine Kiberlin et la fameuse Adèle. Léonie, tu nous fais le pitch? Donc on suit une influenceuse menée par son agent. Elle va se faire menacer par une journaliste pour qu'elle puisse avoir une interview exclusive. Et on va suivre du coup son interview, on va comprendre son histoire, son passé, qu'est-ce qui s'est passé, et suivre ce personnage très particulier. Oui, très bien. Moi j'ai vu le film et je trouve que comme tous les films de Quentin Dupieux, je suis désolé, mais c'est vain. C'est vain. On part d'une idée, hein, il y a une simple idée de départ et on l'exploite au maximum. Donc ça fait des petits films, des moyens métrages, j'ai envie de dire. Alors c'est bien, hein, maintenant au cinéma, c'est 2 heures, 3 heures la norme. Mais j'ai trouvé ça extrêmement vain, alors que les acteurs et les actrices jouent correctement leur rôle, hein, mais c'est un ennui total pour moi. Qu'en as-tu pensé, Léonie? Moi donc en général, j'aime quand même assez bien le cinéma de Dupieux. J'avais beaucoup aimé Yannick et Dali, mais là, celui-là, je j'ai pas vraiment trop su quoi en penser. Je pense que c'est quand même un des films que j'ai le moins aimé dans toute sa filmo. Puis le côté, ça veut parler de l'influence qui est quand même donc un sujet un peu récent avec tout ça, donc les influenceurs des réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est à côté de la plaque, c'est un peu le boomer qui essaye de parler de quelque chose, je pense qu'il ne comprend pas lui-même. Enfin, pour moi qui est assez friand de tous les contenus YouTube et cetera, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment exagérer un trait qui n'a pas à être exagéré. Le personnage, du stalker qui suit, je trouve que ça n'a pas de sens. Enfin, même la journaliste qui veut l'interviewer juste pour avoir une interview, après elle va tellement mal le prendre, se faire tuer. Enfin, déjà Dupuis en général, j'ai quand même du mal à comprendre, mais c'est bien. Mais là, je trouve que c'est vraiment faire du n'importe quoi pour faire du n'importe quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'emprisonne un peu dans son propre personnage de réalisateur qui fait un peu n'importe quoi, mais ça en devient trop redondant et il se perd de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, mais c'est son principe, hein. Il part d'une idée, il exploite au maximum. Le pneu tueur, allez, on y va. Le spectateur qui interrompt une pièce de théâtre parce qu'elle est nulle. Un trou dans une maison qui te fait rajeunir. Il brode autour de ça ouais, c'est un cinéma qui est vain. C'est filmé, je suis désolé, hein, mais tu as l'impression d'être sur France 3 Régions un dimanche après-midi pluvieux. Heu, M'ennuie moi, hein, et 20 parce qu'il y a pas de message derrière ou alors je l'ai raté le message, hein. À part, Yannick que moi j'ai adoré parce qu'il y a vrai, qui c'est j'ai beaucoup aimé Yannick, on en avait parlé l'année dernière dans Et alors? Là le message il est raté parce que d'abord comme tu l'as dit Léonie, il comprend pas ce qu'est, le métier d'influenceur et d'influenceuse et c'est fait de clichés, de clichés et de clichés quoi, c'est à chier.
Non, mais c'est ça, enfin, je pense que le message, c'est critiquer les influenceurs parce que c'est comme tout bon métier, il y a des bons influenceurs et des mauvais influenceurs, mais c'est à côté de la plaque, quoi. Je comprends pas trop, puis le côté, en fait, ce serait quoi? Les influenceurs sont prêts à faire tout et n'importe quoi jusqu'à se donner la mort à la fin du film. Je trouve que, ouais, c'est lourd et c'est encore plus lourd que ce qu'il fait d'habitude. Et même comme oui, comme tu as dit, c'est sa patte, c'est vraiment ce qu'il fait, mais je sais pas, je trouve que quand même en général, je trouve ça bien plus digeste et un peu drôle, alors que là, j'ai pas rigolé une seule fois, par exemple. Ouais, et c'est lourd. Enfin, tu dis là, c'est lourd, mais il a un humour de bof, de gros bof, de Patrick Sébastien, et qui veut se faire passer pour Saint-Germain-des-Prés, quoi. C'était le cas avec le film avec Alain Chabat, Agnès de Moustier et Benoît Magimel, avec Le trou dans la maison qui te fait rajeunir. Et oulala, comme c'est drôle, Benoît Magimel s'est fait poser une bite électronique. Il peut faire tout ce qu'il veut avec, c'est génial. Ouah, c'est lourd, quoi. C'est son cinéma, il est vain et lourd. Je suis désolé, hein. À part Yannick, qui est un chef-d'œuvre. Ah, c'est le seul que j'ai vu de Dupieux. Ah bah tiens, tu l'as aimé, toi, du coup? Yannick, j'ai adoré, hein. Bah oui, C'est c'est ça. intelligent, c'est très, très bon dans le rôle là, Quenard. Mais après, je sais pas. Moi, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il se parodie un peu lui-même. Ouais, ben, c'est ça, ouais. Léonie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, pour rebondir sur Yannick, moi aussi je l'avais vu à l'époque, je pense que c'est quand même mon préféré parce que là, on sent qu'il y a quand même des messages qui sont plus portés, plus importants et là, les acteurs, enfin surtout, bah, Raphaël Quenard, c'est là, je pense, où je l'ai vu pour la première fois et ben, forcément, il était magistral. Enfin, je pense que c'est même ce rôle-là qui a fait vraiment décoller après, sa carrière et tout ce qu'on a vu derrière de lui. Mais en fait, je trouve vraiment que Dupieux, j'aimais bien les premiers films, mais là, ça commence un peu à chuter et je pense que j'irai sûrement voir son prochain, mais si ça continue à être comme ça, je pense que j'arrêterai de suivre, ses films. Voilà, ben écoute, bonne conclusion. Je vous propose de continuer avec Raphaël Quenard et son premier film, I Love Pérou. On écoute la bande-annonce. Il y a un rôle de fou. C'est une comédie romantique zoophile qui se passe à Charleville-Mézières. Et ton décor? C'est peut-être l'année prochaine. Non. La prochaine, je peux pas. Léonie, est-ce que tu peux nous faire le pitch? 2025, nous on s'adapte aux dates de... 2025, c'est mort. 2026. À la limite, 2026, c'est mort. Tu sais quoi, reviens boire en 2027. Mais ce sera mort. Hein. Ce sera mort aussi, là. I Love Pérou, le premier film de Raphaël Quenard, dans lequel il joue le premier rôle. Léonie, est-ce que tu peux nous faire le pitch? Bien sûr, donc on suit en fait la vie de Raphaël Quenard, mais qui est mélangée entre faux documentaire, fiction. Perso, j'ai eu un peu du mal à démêler le vrai du faux dans ce film. Ouais, c'est ça, c'est un documentaire, quoi. Il n'y a rien de vrai que du faux. On suit donc Raphaël Quenard dans son propre rôle, soi-disant, qui cherche à percer et qui va finir par percer. Et il est rattrapé par une histoire d'amour qui se délite et qui s'arrête même. Et pour reprendre goût à la vie, bah, ils fonce au Pérou à la recherche d'un oiseau. Le film est court, hein, je crois qu'il fait 1h10 à peu près. C'est un moyen métrage. Et c'est bien qu'il soit court. Parce que c'est pas folichon, quoi. Léonie, qu'en as-tu pensé? Bah, je l'ai vu une fois, je le verrai pas 2 fois. Enfin, déjà, quand même, le côté faux documentaire, j'ai pas aimé. Enfin, pas forcément que ça me dérange en général, mais là, je sais pas, la vibe, j'ai pas aimé. Je pense que les seules parties qui sont vraies, c'est un peu le tout début. Enfin, c'est des vraies images qui existent vraiment de sa vraie carrière, ses vrais prix, sa vraie vie. Mais après, la suite, c'est des fausses images. Enfin, on reconnaît d'autres tournages où on voit que c'est clairement une mise en scène, qu'il est pas en train de faire le vrai et tout. Puis l'histoire est tellement absurde d'aller chercher un condor au Pérou. Enfin, on comprend quand même qu'il y a des limites avec le vrai. Donc non, j'ai pas trop kiffé. Je trouvais même le film un peu long alors qu'il dure que 1h10, comme tu viens de le dire. Mais voilà, je l'ai vu une fois et même si j'aime beaucoup Raphaël Quenard, je le préfère dans des vrais rôles de fiction plutôt que dans ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce film. N'allez pas le voir. Non, mais en plus, Et bah, ça a un côté très égocentré parce que, enfin, faire un film sur soi, alors que ça fait quoi? 2 3 ans, enfin, dire, il est quand même assez «petit» entre guillemets, enfin, certes, c'est un grand acteur, mais il est pas là depuis 20 ans à nous servir du film quand même. Il est là depuis quelques années. Donc déjà s'auto-produire, s'auto-faire, un film sur soi où tu es le seul personnage, enfin, vraiment le personnage principal, bon, je trouve ça un peu limite pour un début de carrière. C'est très audacieux. Ouais, ça aurait été bien si le film suivait la route, quoi.
Mais là, c'est pas intéressant. Et oui, c'est un égo-trip. C'est égocentré. C'est regardez mon nombril, il est plus beau que le vôtre. Bah, peut-être pas, non. Bon, voilà. Donc, un film qu'on n'a pas trop apprécié, ni Léonie, ni moi. Et je vous propose d'enchaîner avec 2 recommandations, Dizzy et Matérialiste. Et je laisse la parole. Bah, tiens, Florent, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. De quel film vas-tu nous parler et pourquoi? Alors, je vais vous parler du film Didi, réalisé par Sun Wang. C'est un film américano-taïwanais. Et je vous parle de ce film tout simplement parce que je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année. C'est en fait une ode à une certaine génération, donc plus la mienne, donc entre les 20 et 30 ans. Et c'est une œuvre semi-autobiographique où le réalisateur vraiment parle un peu de sa vie en tant qu'expatrié taïwanais aux États-Unis et à travers les yeux d'un enfant, d'un préado, donc Chris, 13 ans, qui vraiment va essayer de vivre dans une époque où les réseaux sociaux montent en puissance. C'est le début de MySpace, c'est le début de YouTube. Et on voit que ce garçon a des liens très compliqués avec sa mère et sa sœur. Ça s'explique par l'absence de son père. Et donc, c'est une œuvre qui est vraiment très touchante, profondément nostalgique et qui est vraiment une pure ode à cette génération de 20-30 ans. Ok, d'accord. Bah, comme tu en parles, ça donne envie d'aller le voir. Super, merci. Léonie, on passe à toi. C'est Matérialiste avec Pedro Pascal, c'est bien ça? Oui. On t'écoute. Donc c'est une petite histoire d'amour, donc c'est pas le film de l'été, mais c'est un film où j'ai passé un très bon moment quand même, enfin avec des amis ou avec sa famille, je pense que ça peut toujours être intéressant. Donc on suit une sorte de triangle amoureux, c'est une femme indépendante qui travaille pour une application de rencontre pour aider des femmes et des hommes à se rencontrer dans la vraie vie. Mais sauf qu'elle est elle-même perdue entre une nouvelle personne qu'elle rencontre jouée par Pedro Pascal, comme tout le monde a dit, c'est l'été de Pedro Pascal, on le voit partout. Et son ancien amour interprété par Chris Evans. Donc forcément, ça montre un peu une femme indépendante, mais qui a aussi besoin d'attention, d'amour. Donc on va suivre un peu tout son petit parcours. Donc j'ai bien aimé, c'est à voir une fois. Est-ce que c'est un film romantique? C'est une rom-com ou c'est autre chose? Il y en a plein qui disent que c'est pas vraiment de la rom-com pure, puis même, je suis quand même un peu d'accord que l'amour, c'est un peu plus au second plan et qu'on suit vraiment sa carrière professionnelle à elle, ses doutes par rapport à son métier. Donc il y a quand même une grande présence de la romance, mais on n'est pas encore dans la rom-com, je pense. Ok, d'accord, ben, super. Matérialiste, c'est encore au cinéma, dans certains cinémas. Donc, si cela vous intéresse, si Léonie vous a convaincu, foncez. Et ce sera la conclusion de cette émission spéciale été. Léonie, merci beaucoup. Merci à vous deux. Et Florent, merci beaucoup. Merci à vous, c'était très bien. Ouais, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux numéros dès alors à la rentrée. D'ici là, les best-of, tout le reste de l'été. Bon été tout le monde, salut, salut! Wow.